Bonjour Julie, bonjour Mélanie. Bonjour Florent. Alors, bienvenue dans Bonjour cette Florent. nouvelle vidéo où on va répondre à vos questions et essayer d'apporter belles réponses. Alors, ma question est la suivante. Comment faire pour entrer facilement en état modifié de conscience? J'ai essayé plusieurs inductions, mais rien n'y fait. Pouvez-vous m'en conseiller une ou alors me donner des conseils pour enfin y arriver? J'ai vraiment envie de faire une formation avec vous, mais en même temps, j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver et ainsi faire la formation sans rien apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Large réponse. Déjà, ce côté matériel, s'assurer qu'on est dans les bonnes dispositions matérielles pour se mettre en état modifié de conscience. Mmh. C'est souvent ce qu'on demande aux personnes qui viennent faire les ateliers, c'est une pièce isolée, au calme, bien installée, le téléphone éteint, d'enfants qui vont venir traverser la salle. C'est le conseil basique. Après, alors moi, je vais pas beaucoup pratiquer par les vidéos. Je pense que ça n'amène pas sur le même type d'état modifié de conscience que l'on pratique en télépathie. C'est un chemin, et c'est vrai que c'est un chemin qui est unique pour tout le monde. Mmh. L'avantage quand on fait un atelier, c'est que déjà, il y a des personnes qui vont s'adapter, qui vont accompagner par la voix en fonction de la situation et qui vont donner des conseils, des accompagnements, observer les blocages que vous pouvez avoir qui bloquent l'accès à un état modifié de conscience. La deuxième raison du blocage, souvent on a le champ émotionnel, le champ mental qui est Mmh. observé, donc son mental qui peut dire ça marche pas ou autre. Et c'est aussi l'autre point, c'est les attentes. C'est-à-dire que la personne se fait une projection de ce que doit être son état modifié de conscience et de ce qu'elle doit percevoir. Souvent, les gens disent ah je vois rien. Ben non, en fait, c'est pas le premier canal qui s'active quand on se met en état modifié de conscience. Souvent, le premier c'est le ressenti et Mmh. c'est le corps qui va changer sa façon de percevoir l'information, de capter l'information. Et donc pendant les ateliers, on accompagne pour que les personnes découvrent leur propre façon de télépather, c'est un mot qu'on a inventé, mais en tout cas d'être en état modifié de conscience. Oui, puis c'est découverte de soi et quand on écoute juste une induction sans finalement de projet derrière, on peut se retrouver dans le vide Mmh. parce que l'opérateur, là dans ce qu'on pratique, l'opérateur là et accompagne après sur un corps du sujet alors que s'il y a juste l'induction et on l'observe justement quand on accompagne des personnes qui veulent s'initier que des fois, elle dit: «Ben, c'est bon, je capte rien machin» et puis en fait, ils sont déjà nous on le voit qu'ils sont déjà Mmh. en état de conscience modifié mais comme on attend que tout le monde soit prêt, qu'on prend vraiment son temps et ben, ils se rendent compte après quand on propose un sujet ou d'observer quelque chose, d'un coup ils ont plein d'informations et ils ont pas changé d'état, mais ils se rendaient pas compte qu'ils étaient déjà en état de conscience modifié parce qu'en fait, il y avait pas matière à explorer. Mmh. Ouais, on sent et puis je trouve que pendant les ateliers, il y a une énergie de groupe. Donc déjà, il y a une énergie de groupe et puis on il y a l'autre aussi qui nous partage sa manière, de réceptionner l'information. Et puis d'un coup, on se dit: «Ah oui, mais moi aussi j'avais ça, mais je l'ai pas dit finalement parce que je doutais de moi» ou mon mental m'a dit: «Mais, c'est ton imaginaire» et finalement, cette énergie de groupe, je trouve que ça nous permet de nous, débrider et finalement de s'autoriser aussi à dire les choses, à ce qu'on ressent, l'intuition qu'on a, l'imaginaire aussi qu'on peut avoir par rapport à une question et je trouve cette énergie de groupe dans les ateliers, elle est vraiment, enfin, elle est très importante parce que c'est vrai que là, cette question, c'est souvent, on est tout seul avec nous-mêmes et effectivement, on a plus de questions que de réponses, qui nous arrivent. Alors que les ateliers, je trouve, nous apportent, du coup, beaucoup, beaucoup de réponses et c'est un cheminement ensuite personnel et comme tu dis, on a notre signature, on va dire télépathique ensuite à la Ouais. fin. Et puis la place de l'opérateur, là, on voit qu'elle est importante parce qu'elle a Mmh. un côté contenant, alors qu'une fois qu'on a écouté l'induction, qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais? Enfin et on rentre dans une pièce vide et puis après, avant de faire les ateliers, il y en a qui font déjà, une session avec un hypnothérapeute, Mmh. pour, essayer, comme ça une mise en induction, et voir un peu comment ça se passe pour eux. Mmh. C'est possible aussi, mais en tout cas les ateliers qu'on propose sont vraiment faits pour se découvrir donc il y a aucun prérequis sauf d'avoir fait une session client, de Mmh. comprendre ce qu'on fait et d'avoir déjà vérifié que qu'on avait un minimum d'alignement. Mais voilà, te toute l'équipe est là au service pour vous vous amener à découvrir qui vous êtes.
Oui, ça c'est important. Tu dis, effectivement, donc on demande à ce que la personne qui fasse l'atelier ait déjà fait une session d'hypnose. Ça Ouais. permet quoi exactement en fait? Ça permet déjà qu'elle sache un peu où elle met les pieds. Mhm. Donc elle ait déjà été actrice d'une session, de voir ce que c'est un télépathe, un opérateur, comment ça fonctionne. Et déjà pour elle, qu'il y ait eu un minimum de nettoyage de fait, D'accord. Mhm. pour que pendant l'atelier, ce soit pas le centre du sujet d'observation, parce que en fait, ben, dans l'énergie, tout se croise, et Mhm. si le gros n'a pas été enlevé, ça peut déséquilibrer. Comme il y a quand Mhm. même une dizaine de personnes plus ses accompagnants, ça fait quand même des groupes assez importants, ça peut déséquilibrer énergétiquement un groupe, et donc on est attentif à ce qu'il y ait un minimum de D'harmonisation. fait, ouais, d'harmonisation. Exactement. Ok, super. Alors, c'est par rapport aux enquêtes. Bonjour, comment ressentez-vous la vérité lors de vos enquêtes? Êtes-vous persuadé que ce que vous voyez est la vérité? Très bonne question aussi, je trouve. Ah, je crois qu'on en a fait une, Florent, ensemble, d'enquête, là où les vérités, je crois, avec toi. Là où les vérités, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bah, moi, je vais lui proposer d'aller la regarder. On va vous mettre le lien. Et en fait, je rebondirai sur ça parce que c'est une vraie bonne question. Et d'avoir fait cette enquête-là, moi, ça m'a vraiment élargi un champ de conscience et de compréhension des choses. C'est presque philosophique, en fait, comme question. Et donc, la vérité existe-t-elle? La vérité est-elle ailleurs? Ce qu'on capte, c'est subjectif, et en effet, selon le plan où on est, on va pas avoir la même réponse ou les mêmes validations. Mm. Et ça me ramène à un questionnement d'une élève pendant un des exercices qui a été proposé, où ce qu'elle observait sur une autre élève n'avait pas été validé, donc n'avait pas été perçu comme une vérité. Et on lui expliquait que là, c'est quelque chose qui, en session client, arrive souvent, où des personnes euh, disent non à une perception qu'on a. Mm. Et en fait, c'est parce que c'est l'angle d'observation aussi qui change. C'est-à-dire que nous, on va observer ça sur peut-être un champ plus large, sur un, un autre champ que ce que la personne a vécu. Et ça arrive très souvent, voilà, une personne, qu'on on dit quelque chose, va dire un non franc. Mm. Et puis, quelques minutes après, ou après la séance, elle dit, au fait, ce qu'a dit Julie, ou ce qu'a dit la Mélanie, ça m'a fait réfléchir, et oui, en fait, c'est ça. Mm. Donc on ne détient pas la vérité, on partage des perceptions qui vibrent ou non au moment où on les transmet. Et j'en reviens à ce thème de l'humilité. On peut se tromper, on n'est pas déteneur ou détenteur, pardon, d'une vérité. Et d'où l'importance de ne pas nous mettre sur des piédestals aussi. Oui, puis d'où l'importance de ne pas chercher la vérité finalement. J'ai l'impression que moi, je ne cherche plus la vérité. J'ai de l'information que je transmets sur différents niveaux de fréquence. Effectivement, on peut s'apercevoir que par exemple sur Terre, on est dans une sorte de dualité, ça va mal, et parfois on va voir le niveau de la partie supérieure qui est sur des super belles fréquences, et pour elle tout va bien finalement, parce que c'est pas le même point de vue, parce que c'est plus léger là-haut, parce que nous c'est plus dense. Donc finalement on pourrait dire non mais ça va pas bien, puis au-dessus finalement les parties supérieures ça va super bien. Donc finalement il n'y a pas de vérité, il y a juste un point de vue qu'on observe, des informations, des fréquences, des énergies. Et moi, ce que je rajouterais pour savoir finalement quelle est notre vérité, parce que c'est toujours notre vérité propre, c'est est-ce que ça vibre pour nous ou pas? Ce qu'on nous dit, est-ce que ça vibre pour nous? Quand on dit vibrer, est-ce qu'au niveau du cœur, ça vibre, ça s'ouvre et on dit ah oui, oui, c'est vrai, ça me touche, ça me parle. Donc ça, c'est une vérité qu'on peut prendre pour nous et puis qui peut changer demain, il n'y a pas de problème. Et si c'est quelque chose qui nous parle pas, ok, ben c'est pas ma vérité, mais ça peut être la vérité peut-être de quelqu'un d'autre finalement. Donc, finalement, ça sert à rien de se battre ou d'essayer de convaincre les autres d'une vérité, puisque chacun a sa fréquence, ses points de vue, et puis ça change tous les jours en fait. Hein. Donc, voilà, je crois qu'il n'y a plus besoin de chercher de vérité, il y a juste à prendre avec soi l'information et voir si elle vibre ou pas avec nous. C'est ça le plus important, je crois. Ouais, et puis c'est une occasion de chacun de travailler son propre discernement Mm, par rapport à ça, et d'accepter qu'il y a des choses qui vont vibrer, d'autres non. mm, exactement. Alors, question. J'aurais aimé savoir comment rentrer en relation avec notre âme de façon consciente. Alors, j'ai pas une réponse instantanée, parce que nous, en général, on travaille pas beaucoup avec l'âme de la personne. Elle intervient
en fin de session où on propose un nettoyage, voir dans quel état elle est. Mais souvent, ce qu'on perçoit de l'âme, c'est que c'est un disque dur d'incarnation, si on peut mettre des mots comme ça. Donc c'est un réservoir de mémoire qui accompagne une essence dans une incarnation, qui peut avoir fait plusieurs incarnations avec l'essence, qui peut avoir fait des incarnations des fois avec d'autres essences. Il y a plein de combos possibles. Et l'âme, dans notre perception, n'est pas celle qui va guider vraiment l'incarnation de la personne. Elle va être là pour être porteur des expériences. Ça arrive très souvent qu'elle peut être blessée, fragmentée, fissurée. Donc c'est important de s'y intéresser, mais c'est pas à elle qu'on donne les guides de l'incarnation. Mélanie. Oui, c'est pareil. C'est pas le chemin d'accès direct qu'on utilise nous dans notre protocole et on est dans une lecture plus large, un champ d'information et c'est on va dire la part du client qui vient et qui amène l'information qu'il a amenée. Donc, je sais pas si on peut choisir d'aller questionner. Je pense que c'est faisable. Nous, en télépathie, en état de conscience modifié, on peut choisir d'aller observer son âme, son essence. Ça fait une rencontre. En tout cas, c'est la télépathie est un outil qui permet ça. Après, de savoir derrière la question pourquoi la personne a envie de précisément parler avec son âme, ou alors c'est une façon d'appeler de façon plus large ses parties supérieures. Ouais, je pense, effectivement. Ouais. Oui, j'ai l'impression que dans la question, c'est vrai que ça dépend beaucoup des cultures, en fait. L'âme est perçue d'une manière assez différente. C'est comme on dit parfois esprit, mais c'est un mot, un terme assez vague. C'est vrai que dans cette question-là, j'ai plus envie de comprendre qu'on questionne, comme tu disais, notre partie supérieure ou notre essence, à la limite. Et quand on demande comment on peut s'y connecter et comment on sait qu'on s'y connecte, là, je parle vraiment de notre partie supérieure, de notre essence. C'est un petit peu se connecter à soi, à son cœur. Et puis, en fait, souvent, ce qu'on voit dans les sessions clients, quand on va regarder l'essence, qui est un peu l'essence qui sort de cette source, c'est qu'en fait, elle a des vibrations et des caractéristiques. Et souvent, ces vibrations et ces caractéristiques de l'essence, on la retrouve en nous. Sur Terre, par exemple, on se dit, je sais pas, j'adore aller marcher en montagne, je sais pas pourquoi, j'adore les chats, je ne sais pas pourquoi, j'adore telle ou telle chose, et on se rend compte qu'on a aussi des caractéristiques, mais sans trop savoir d'où ça vient, et souvent, on voit que c'est comme une signature qu'a notre essence aussi. Alors ça, je trouve ça assez intéressant d'aller s'y connecter, et finalement, pourquoi pas aller se connecter à tout ce qu'on aime bien dans la vie sans trop savoir pourquoi, mais parce qu'on est comme ça, donc on va se connecter, je sais pas, on aime les fleurs, on va aller se connecter à une fleur, on va voir comment ça vibre en nous, voilà. C'est juste être en accord vibratoire finalement avec des choses, je dirais, qu'on aime bien dans la vie. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans une transe ou une méditation incroyable, mais juste se connecter comme ça à des petits moments de la vie qu'on aime bien, des choses qu'on aime bien dans la vie. Et je pense que dès que ça nous fait vibrer, on est en connexion avec nous-mêmes finalement. Pour moi, si on prend l'axe de la connexion à ses parties supérieures, ça se passe au niveau fréquentiel et ça va pas être une voix dans les oreilles ou autre chose. C'est quelque chose de plus subtil et discret, et donc qui va en effet vibrer en nous et valider ou non certains choix. Il faut pas faire de projection, d'attente spectaculaire en fait de ce que c'est d'être connecté à ses parties supérieures. En fait, une fois qu'on l'est, ça devient une évidence et on se dit c'était pas si compliqué, parce que c'est finalement très simple et c'est faire comme tu dis Florent, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que vraiment qui me met en joie, même si ça va être une joie très courte, d'un petit moment, d'un petit geste, et de le faire en conscience. Ça peut aller prendre une fraise et la manger en conscience, et en fait créer en soi, dans la matière, des fréquences de joie. Ça permet aussi aux parties supérieures de trouver un chemin pour prendre place et vibrer de plus en plus en nous. Oui, peut-être aussi du coup déposer la croyance que l'âme, l'essence, nos parties supérieures sont à l'extérieur de nous, comme quelque chose d'étranger qui serait plus grand que nous et qui pourrait venir intervenir sur notre propre incarnation, alors qu'en fait c'est en nous, et c'est observer comment ça vibre en nous. Sans forcément avoir des grandes attentes ou des envies de résultats incroyables, juste comme disait Julie, manger une fraise et puis sentir ces vibrations, ce goût, tous les sens.
plus les sens parfois extrasensoriels que ça peut nous apporter. C'est juste ce qu'il faut, ça nous met dans la joie et c'est absolument parfait. Il n'y a pas besoin d'aller sur des niveaux fréquentiels. C'est déjà un beau niveau fréquentiel, mais il n'y a pas besoin effectivement de rentrer en transe pour ça. Alors, nouvelle question, pouvez-vous nous parler des techniques que vous utilisez pour vous assurer de votre taux vibratoire, de votre connexion à la source, des techniques de nettoyage pour la pratique de vos enquêtes et séances? Avez-vous des retours de vos clients sur le moyen ou le long terme? Il y a 2 questions en une. Alors pour mon propre taux vibratoire, alors moi c'est vrai que je suis pas trop pendule de ça, mais c'est vraiment sur un ressenti. Mmh. Je ressens mon propre paramétrage et quand je suis désaxée, j'ai eu des symptômes physiques ou des ressentis, des perceptions très spéciales et ça, c'est déjà des bons indicateurs. Même dans le fonctionnement mental, ou de mon champ émotionnel. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui est perturbé, qui ne retrouve pas son équilibre Mmh. naturellement ou par mes propres moyens, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas dans l'axe. Paradoxalement, les outils, ça peut être une hypnose, mais il y a aussi tout plein d'outils autour qui peuvent venir aider Mmh mh. à accompagner notre corps physique, notre champ émotionnel, notre champ mental. Et puis en fait, il faut aller chercher les ressources qui nous sont proposées, qui sont autour. Et voilà, dans le collectif, c'est aussi cette richesse-là, c'est on est tous multicasquettes, et donc beaucoup ont plusieurs métiers et mettent au service leurs autres compétences pour venir soutenir ou accompagner. Mmh. Donc voilà, moi j'ai aussi une autre technique à côté qui peut venir en soutien sur d'autres. Il y en a qui ont une vision un peu énergéticienne, ça peut aussi venir donner un coup de main. Donc on va dire, c'est un peu un couteau suisse. J'ai fait une formation en utilisation de diapason et de fréquences et ça m'aide aussi dans la matière. Donc voilà, après c'est un peu mon intuition qui fait que je vais choisir, ou des fleurs de bac, enfin je sais Mmh. pas, des huiles essentielles qui fait que je vais choisir l'outil dont j'ai besoin quand je sens que je suis plus dans l'axe. Donc tu te fais accompagner, dans tous Ouais, les cas, ouais. ouais, c'est important. Mmh. Julie? Mmh. Pour compléter, c'est la connaissance de soi, donc Mmh. voir quand est-ce que à quel moment on est décalé et être réactif. Ça arrive, hein, de temps en temps, on se chope, une entité, hein, pas forcément en session. Moi, il y a quelques années, je pouvais me transporter, l'entité, plusieurs semaines avant de me dire: «Tiens, moi ça va pas, là je suis quand même bien fatiguée». Donc au fur et à mesure, je deviens plus réactive et instantanément, je vais le sentir et soit j'arrive à la dégager par moi-même, soit, on s'entraide par rapport à ça. Et dans la question, ce qui m'attire, c'est cette notion de taux vibratoire. C'est vrai que dans le collectif, on travaille pas du tout avec des chiffres, de niveau vibratoire et autres. Et ce qui est important pour nous, c'est déjà d'être dans notre axe stable et d'être sur le niveau fréquentiel vibratoire, déjà le plus confortable et l'idéal pour ce qui va suivre, Mmh. soit pour l'enquête, soit pour la session. Parce que c'est comme une illusion de se dire qu'il faut toujours être sur un taux vibratoire très haut. Mais en fait, d'être très haut, des fois, ça te déconnecte de ce qui se passe en bas. Mmh. Donc, c'est bien d'avoir la capacité de naviguer. Moi, j'aime bien parler de mon ascenseur. Donc, quand je fais mes inductions, je monte au plus haut mon centre, mon ascenseur, donc il va capter un niveau vibratoire. Par contre, ma conscience va se poser sur le plan vibratoire idéal pour observer à ce moment-là. Et pendant les sessions et l'enquête, on navigue comme ça entre différents plans vibratoires. Des fois, on observe des choses un peu lourdes, on sent ça descend, on fatigue un peu. Peut-être que l'opérateur va entendre que le rythme de la voix change, que le son de la voix change. Donc là, il va inviter le télépathe à se recentrer, à remonter ses fréquences pour aller dans un endroit confortable. Mmh. Ah, c'est l'importance aussi de l'induction, l'importance, je trouve, de se parler aussi, puisque souvent on est plusieurs télépathes où il y a aussi l'opérateur. Donc c'est vrai qu'avant chaque session, soit une session client ou une enquête, on se demande si tout va bien, si c'est OK et puis, on peut dire, hein, on peut dire: «Bah non, aujourd'hui ça va pas très bien, peut-être qu'on peut aller voir, nettoyer quelque chose». Donc on fait l'induction, on va voir ce qui se passe, on nettoie, on conscientise. Soit effectivement on rentre en enquête, soit c'est pas le moment. Comme dit toujours Mathieu, il faut toujours s'écouter. Voilà, il y a parfois, quand on ne se sent pas capable de faire une session client ou une enquête, on la fait pas.
Donc il y a toujours une écoute de soi. Et puis comme disait Mélanie, donc je pense qu'il y a aussi une hygiène de vie à avoir pour rester dans de bonnes vibrations, que ce soit l'alimentation, ce que l'on met dans notre corps, le sport, aussi mentalement, notre esprit, et puis se faire beaucoup accompagner. Moi, je me fais beaucoup accompagner par les huiles essentielles, les fleurs de bac aussi, du yoga, un peu de méditation. Quand j'ai besoin d'un massage, je vais me faire masser. Enfin, je veux dire, c'est quand même être complètement autant dans sa physicalité, effectivement. C'est être bien dans sa physicalité, finalement, être bien enraciné dans cette incarnation pour pouvoir ensuite, au mieux, s'élever ensuite quand on est en état modifié de conscience. Je crois que c'est très important. Alors, il y avait une autre partie de la question, c'est ce que sur le court terme et le moyen terme, je reprends la question, est-ce qu'on a des retours des clients sur le moyen ou le long terme? Oui. Alors moi, je vais plutôt parler des personnes, que j'ai pu suivre vraiment, c'est-à-dire des personnes qui ont commencé par faire des sessions clients, qui ensuite ont fait un atelier, ont peut-être refait une session client, une formation. Donc ils sont rentrés comme dans un parcours, hein, qu'ils ont choisi, il y avait rien d'obligatoire et je vois de vraies transformations et finalement assez rapides parce que ça peut se jouer sur, 1 an et demi et oui, c'est transformateur. Quand la personne s'engage sur cette voie-là, et c'est vraiment cette notion d'engagement, c'est qu'elle prend à bras le corps qui elle est, sa situation. Nous, on n'est pas là pour l'assister, pour jouer les sauveurs, on est là pour lui montrer son chemin, son axe, de temps en temps de pointer du doigt. Tu vois, là, il y a quelque chose, il y a un nœud, il faut que tu ailles voir. Et la personne reprend en main, en fait, toute sa structure, son équilibre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se fait pas aider, mais se responsabilise. Et oui, on voit des personnes qui vivent des transformations intérieures assez importantes. Ouais, ce que je parlerais plutôt en amont, c'est souvent quand même l'hypnose régressive, les sessions clients, c'est rarement la première intention de travail sur soi. C'est-à-dire que les gens ont déjà un chemin, un cheminement par le yoga, la méditation, la communication animale, d'autres techniques, le shiatsu, voilà, il y a une richesse d'expérience et l'hypnose régressive vient comme ça, souvent comme un point central et transversal. C'est-à-dire qu'ils remarquent qu'il y a vraiment beaucoup de praticiens de plein de techniques super à côté. Ils remarquent qu'en fait, c'est transversal de ce qu'ils avancent, le chemin sur lequel ils avancent pour l'hypnose. Ça leur permet, dans leur propre pratique et de leur propre quotidien, de s'améliorer, c'est pas le bon mot, mais ils sentent vraiment un changement dans leur perception. Donc voilà, déjà pour commencer, c'est vrai qu'il y a c'est souvent des personnes qui ont déjà commencé un travail sur une compréhension du modèle d'un vivant, du monde subtil et tout ça. C'est rarement des personnes vierges de tout. Il y en a, mais 90% ont déjà beaucoup de bouteilles à côté. Donc il y a comme une ouverture d'une nouvelle expérience à faire. Et c'est vrai que quand on a ce cheminement, c'est des fois les sessions clients, on n'a pas de retour, ou alors c'est les opérateurs qui ont des retours et on n'est pas directement au courant, nous les télépathes. Mais déjà rien que après une session client, il y a des opérateurs qui ont une chaîne YouTube qui partagent des retours positifs. Des fois il n'y a pas d'effet. Le positionnement qu'on a pour les sessions clients, on n'est pas à visée thérapeutique, on n'est pas à visée de changement. C'est vraiment une lecture d'informations au moment où la session a lieu. Et le client fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de promesse. En tout cas, c'est pas du tout comme ça qu'on se positionne. Et puis après, voilà, le cheminement choisi par la personne. Et c'est vrai qu'il y a des belles évolutions. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir des chaînes YouTube où on peut mettre effectivement aussi des sessions clients. Donc les personnes qui viennent nous voir ont déjà vu aussi des sessions clients. Elles savent comment ça fonctionne, elles savent comment ça va se mettre en place. Donc quand elles prennent rendez-vous, déjà, elles sont déjà dans une certaine vibration, déjà comme en harmonisation avec cette méthode de l'hypnose régressive. Bon, déjà, il y a une facilité, je trouve, à avoir accès à l'information. C'est vraiment toujours très agréable. On sent qu'on est sur la même fréquence. C'est assez agréable. Et moi, je dirais sur les retours, j'ai autant eu des bons retours que parfois des retours un peu moins bons. Mais c'est parce que parfois, il y a un peu des attentes, comme si c'était effectivement, j'ai parlé d'une baguette magique. Et voilà,
on aime répéter que c'est pas une baguette magique, c'est un cheminement personnel dans tous les cas, une envie d'évoluer personnelle, voilà, de capter de l'information, la conscientiser, puis avancer sur son cheminement. On n'est pas là avec une baguette magique en train de transformer les gens. Voilà, c'est pas du tout notre rôle, ni encore d'être sauveur. Voilà. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment observer les attentes et l'engagement. Bon, bah super, merci beaucoup Julie et Mélanie. On a terminé pour cette nouvelle vidéo sur les questions et les réponses. Voilà, on en refera d'autres. Merci beaucoup en tout cas Julie et Mélanie, à très bientôt. Merci Florent. Merci.